Merci pour cet accueil. Ça fait chaud au cœur. Alors, je vais commencer par vous dire que ça touche beaucoup, après tout ce qui a pu être dit de méchant et de calomnieux contre nous, de vous voir réunis, le sourire aux lèvres, en sentant que vous vous sentez unis tous ensemble par l'idéal et les objectifs que nous poursuivons. Mesdames et messieurs, à cet instant, ma pensée se tourne d'abord vers ces milliers de personnes qui se préparent à embarquer pour la flottille qui va chercher à percer le blocus. Ces militantes, femmes et hommes, syndicalistes, personnalités connues ou moins connues, et parmi eux, de nouveau, 4 députés de la France insoumise qui sont notre honneur et notre fierté. Madame Emma Fourreau, qui renouvelle son engagement sur cette flottille, Thomas Porte, dont l'engagement de longue durée est connu de vous tous, Marie Mesmer, de Rennes, et enfin François Piquemal de Toulouse. Peut-être y en aura-t-il d'autres. Et je veux particulièrement saluer leur courage, car voyez-vous, déjà l'armée la plus immorale du monde répète là-bas en mer, loin des côtes et des zones économiques exclusives de chacun des pays qui se trouvent sur le rivage, des exercices de tir en mer. Si bien que nous craignons que l'acte de piraterie auquel cette armée a l'habitude de se livrer chaque fois qu'une flottille s'approche ne soit cette fois-ci, comme l'ont dit certains ministres racistes du gouvernement de M. Netanyahou, se livre à des violences, et nous sommes très inquiets à cette heure de ces violences. Si la France était gouvernée par des insoumis, les navires de la marine nationale accompagneraient les 4 députés qui sont dans les eaux territoriales internationales et donc ne violent rien et s'apprêtent à débarquer sur un territoire sur lequel, en principe, le gouvernement de M. Netanyahou n'a aucune autorité. Le 22 septembre prochain, le président de la République française, s'il est toujours là, reconnaîtra l'État de Palestine. Il le fera, et ce n'est pas un exploit, comme 75% des autres pays représentés à l'ONU et 11 des 27 pays de l'Union européenne. Pour finir, nous aurons eu gain de cause, mais vous savez, comme moi, que cela ne suffira pas pour ce que nous demandons. Car ce que nous demandons, ce ne sont pas des paroles, mais des actes. Et d'abord que cesse l'horrible massacre auquel on se livre là-bas à Gaza, qui nous soulève de dégoût, qui fait que la plupart d'entre nous n'ont aujourd'hui plus aucune confiance morale dans ceux qui dirigent cette planète et permettent qu'une telle abomination se déroule sans qu'ils ne fassent rien. Il faudra peut-être, le moment venu, qu'intervienne pour finir une force de la paix, comme l'a proposé le président Gustavo Petro, président de la Colombie. Eh bien maintenant, après vous avoir dit tout cela, il faut que j'entre dans les raisons pour lesquelles on m'a demandé de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Il y a une situation politique qui peut-être laisse pantois beaucoup de femmes et d'hommes ici devant moi, et puis les plus de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Il y a une situation politique qui peut-être laisse pantois beaucoup de femmes et d'hommes ici devant moi, et puis les plus jeunes qui n'ont pas eu à en vivre auparavant la regardent avec l'habitude qu'ils ont de regarder les choses nouvelles. Mais pour beaucoup, si ce qui se présente est nouveau, nous y reconnaissons quelque chose qui se trouve dans le parfum de l'histoire de France. Oui, la France est entrée dans une nouvelle saison dégagiste, c'est-à-dire qu'elle juge illégitime la plupart des pouvoirs politiques et médiatiques dans lesquels elle n'a plus aucune confiance. Et cette saison dégagiste est bien dans les mœurs de notre patrie. En 236 ans depuis la chute de l'Ancien Régime et la victoire de la glorieuse Révolution de 1789, nous avons connu 5 républiques
2 empires, 2 dynasties et une dictature fasciste, celle de Philippe Pétain et des nazis qui l'entouraient. C'est dire que nous sommes habitués, c'est comme ça, c'est la France, à ce qu'on ne sache pas sortir des impasses sans qu'il y ait quelques brutales secousses. C'est la raison pour laquelle, au moment où nous sommes à nouveau dans une impasse, les insoumis plaident pour une issue positive, pacifique, c'est-à-dire démocratique, à l'impasse dans laquelle nous avons été enfermés dans la durée et par un homme dont la manière de gouverner ce pays paraît étrange à tout le monde et peut-être des fois, quand il se regarde dans la glace, à lui-même. Et voilà comment, à chaque fois, à chaque étape, une constitution corrige une autre. La 4e République, par son agitation, la densité de ses débats, réparait les dégâts faits pendant la capitulation sans condition devant les Allemands et réparait les dégâts provoqués par la collaboration et toutes les mœurs abominables qui s'y rapportaient. Alors ce fut la période aussi de la sécurité sociale. Mais au bout d'un moment, ces débats et cette instabilité qui en résultait a nui au système lui-même, si bien qu'il était devenu incapable de régler quelques problèmes que ce soit. Et s'il avait réussi à surmonter la nécessité de reconnaître l'indépendance de la Tunisie, guidée à cette époque par son peuple et Habib Bourguiba, et puis celle du Maroc, guidée à cette époque par le roi Mohamed V de rose mémoire, eh bien, pour finir, elle s'avérait incapable de régler le problème de la victoire de la révolution algérienne contre le colonialisme. Si bien qu'il fallut des événements tout à fait extraordinaires pour qu'on en vienne à changer les règles de fonctionnement des institutions. Et on accoucha de cette manière de la 5e République qui, bien sûr, donna beaucoup d'autorité à un personnage qui en avait déjà par lui-même et sa contribution à l'histoire de la liberté de notre patrie, le général de Gaulle. Mais ceci, comme d'habitude, donna lieu à d'autres excès, où l'autorité a fini par dégénérer en autoritarisme, si bien que nous voici rendus à un moment où, dans la période récente, plus de 31 lois sont venues réduire les libertés publiques. Et encore tout cet été, des circulaires les plus diverses et multiples ont donné des pouvoirs excessifs aux agents d'autorité qui ne méritent pas toujours le respect qu'il leur est dû et que vous leur portez, compte tenu de la manière avec laquelle ils se comportent. C'est pourquoi je rappelle solennellement que l'autorité n'est pas l'autoritarisme, que l'autoritarisme est le signal de l'échec de l'autorité, et que l'État républicain s'honore de sa laïcité et du service de ses serviteurs qui doivent obéir et garder pour eux leurs opinions politiques. Les préfets n'ont pas à traiter une parlementaire comme Madame Rima Hassan de française de papier, ni de terroriste, ni de mafieuse. Je le dis non pour me procurer je ne sais quelle vengeance à cette tribune, mais parce qu'il y va de la stabilité de l'État. Les Françaises, les Français ne respectent l'État que s'il se rend respectable par sa neutralité absolue, sans nuance et sans aucun arrangement. La France, la voici engagée dans une saison dégagiste, vous ai-je dit. Dégagiste parce que le mot vient d'entrer dans le dictionnaire. La France dégagiste, elle met en cause toute autorité et elle a un calendrier avec 2 rendez-vous. Le rendez-vous du 8 et celui du 10. Le 8 sera posée la question de confiance. Et on pense que la réponse, mais on ne la connaîtra que lorsqu'elle aura été prononcée, la réponse sera que l'Assemblée nationale ne fait pas confiance. C'est-à-dire que le gouvernement tombera. Mais comme ce sera la première fois depuis 5 ans qu'un Premier ministre pose la question de confiance alors que nous sommes en République, alors je commencerai, nonobstant toutes nos divergences avec M. Bayrou,
par dire que je salue son honnêteté républicaine qui aura consisté à poser la question qu'aucun de ses prédécesseurs n'a voulu poser. Je dirais ensuite que le 8, si vous vous en sentez, sachez que ce sera d'abord une victoire populaire. Et c'est pourquoi, sans doute, vous aurez à cœur de faire des pots de départ devant les préfectures, car ce sera votre victoire. Je le dis en pesant mes mots, car, voyez-vous, le 15 juillet, M. Bayrou a déposé un plan abominable contre les acquis sociaux des Français. Et puis, nous avons vu aussitôt 2 millions de signatures pour abolir la loi du plomb, signal d'une intense activité civique dans les profondeurs du pays et d'une conscience citoyenne éveillée. Et puis, nous avons vu l'appel monter pour le 10 septembre. Et aussitôt, nous avons vu commencer le cœur de ceux qui attribuaient cet appel aux martiens, aux extraterrestres, aux reptiliens, aux Russes et à je ne sais qui encore. Quant à nous, observant de plus près ce qui se passait, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait de débuts d'assemblées citoyennes qui avaient pour principal objectif de n'appartenir politiquement à personne et dont je souhaite encore à cette heure qu'elles n'appartiennent à personne, car c'est la condition de son enracinement et de l'adhésion de millions de gens qui, par cette action, n'ont pas l'intention de s'affilier à tel ou tel mouvement ou parti, mais de marquer leur volonté de voir partir des pouvoirs illégitimes et rien d'autre. Et puis, nous avons observé que des fédérations syndicales de très haut niveau, telles que la fédération CGT du commerce, celle de la chimie, celle de l'énergie, appelaient à une journée de grève le 10, que Sudrail appelait une journée de grève. Alors nous avons dit, puisqu'il y a une grève, autant que tous ceux qui voudraient la faire se regroupent le même jour pour donner le plus de force possible à cet élan. Et c'est pourquoi j'ai été conduit à dire que je souhaitais qu'il y ait une grève générale ce jour-là, et je crois avoir exprimé quelque chose qui venait de la profondeur de notre peuple. Naturellement, ce n'est pas à moi d'appeler à une telle grève générale, mais les circonstances ont fait qu'ensuite, les centrales syndicales CGT et Solidaires ont appelé à cette grève ainsi que d'autres. Si bien que le 10 sera un jour d'activité populaire à la base, avec pour objectif de tout bloquer, et de grève dans les principales branches d'activité du pays. Si bien que le 8, nous pensons, quant à nous, que ce sera le jour où nous ferons partir, grâce à la mobilisation populaire qui s'annonce pour le 10, le Premier ministre, M. Bayrou, mais le 10, nous bloquons tout pour faire partir M. Macron lui-même, car c'est lui qui est le responsable de la crise. Il y aura... Alors, je m'empresse de dire pour les perpétuels malcontents qui veulent me donner des leçons de démocratie et qui si souvent me paraissent fort mal placés pour en donner. Cela même que ça n'inquiète pas qu'un président de la République ne respecte pas le résultat des élections et s'étonne qu'ensuite un républicain, un démocrate comme vous tous dise eh bien puisqu'il ne respecte pas, nous non plus nous ne le respectons pas. Et puisqu'il a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale et de ne tenir aucun compte de nous, alors nous, le peuple français, peuple libre, nous décidons de le démettre, à moins qu'il ne se soumette d'ici là. Mais la seule manière qu'il aurait de se soumettre serait de se démettre. Voilà où nous en sommes. Le 10, nous verrons, car je ne les connais pas. Quelles sont les formes d'action qui auront été décidées à la base par les assemblées citoyennes? Et par une prudence que j'approuve, celles-ci ne mettent pas en ligne
sur les réseaux sociaux les actions qu'elle se prépare à faire. Alors je ferai comme tout le monde, j'observerai. Mais je sais que ce jour-là, nous aurons une conjonction unique dans l'histoire récente de notre pays. La conjonction entre l'action des assemblées citoyennes, du peuple en général, et celle des organisations syndicales, c'est-à-dire du peuple ouvrier, syndiqué et salarié. C'est un cas unique et c'est pourquoi il faut que les actions du peuple lui-même soient notoires et visibles pour qu'on comprenne qu'un acteur nouveau est né en politique, le peuple. Il est à la fois un acteur social, un acteur politique, et il prend ses décisions par ses propres organes, comme les salariés les prennent dans les assemblées, dans les entreprises. Le peuple les prend dans ses assemblées citoyennes. Marquez par votre action le 10 que le peuple est acteur fondamental de l'histoire en France, que c'est lui l'auteur de la République et le seul souverain dans ce pays. La colère, amis, mesdames, messieurs, la colère est légitime et elle est profonde. Ce n'est pas par caprice qu'une nouvelle fois des gens vont faire le sacrifice de la paye quotidienne. Ce n'est pas par caprice qu'ils vont tout bloquer. Ils le font parce que la situation est devenue invivable pour une majorité de gens dans ce pays. Parce qu'il y en a marre quand on travaille tant, quand on fait tant d'efforts, d'avoir le frigo vide, de se demander si à la fin du mois on va devoir payer ou bien le loyer ou bien la facture d'électricité. Et que cette vie est invivable, il faut que les puissants le voient et l'entendent. Et ceux qui bénéficient d'un certain confort de vie aujourd'hui doivent se dire que leur devoir moral, leur devoir civique est d'aller aux côtés du peuple qui pâtit pour partager sa peine, sa souffrance et l'en libérer. Je vous mets solennellement en garde, puissants de la terre. Vous qui avez méprisé ceux qui luttent contre le génocide, vous avez ruiné moralement votre cause et votre camp. Et ceux qui, dans ce pays, continuent à mépriser le peuple en lui attribuant toutes sortes de manipulateurs ou toutes sortes de raisons d'agir qui ne correspondent à rien de ce qu'il se prépare faire, vous ruinez tout votre crédit. Vous êtes comme les perruquets poudrés de 1788. Il faudra que vous ayez 1789 pour qu'on vous compreniez qu'il faut mettre la main à la poche et partager la peine avec tout le monde. Alors, je sais d'avance ce que ces paroles me vaudront. Et bien sûr, de nouveau, on excipera de ceux qui a pu déplaire dans le déroulement de la révolution de 89, car c'est bien connu, l'ancien régime était délicieux et sa manière de traiter les gens était parfaite, si bien que beaucoup encore continuent à n'exprimer que des regrets. Tandis que nous, et moi en particulier comme d'autres, je me réclame de cet instant fabuleux qui fut le début de l'ère moderne et qui donna le pouvoir au peuple souverain et qui fait que la France est pour toujours et depuis cette date le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité qui ne se décrit par aucune religion, aucune couleur de peau, aucun genre, sinon le contrat proposé à l'humanité tout entière. Mesdames, Messieurs, comment ne pas se rendre compte de ce que vous avez à juste titre refusé et que vous vous préparez à refuser le 10 ? Comment ces petits bonheurs simples peuvent-ils vous être refusés? Regardez comme ils calculent et chipotent tous les prix du bonheur. 2 jours fériés, encore une fois à prendre en plus de celui qu'ils ont déjà pris. Mais une année blanche, c'est-à-dire une baisse des pensions de retraite et des allocations sociales compte tenu de l'inflation. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, tout bloqué pour faire partir Macron. Le discours va se poursuivre. On écoute évidemment pour voir ce qu'il y a de prégnant dans son discours. Une première chose quand même, Arlette Chabot, et c'est d'ailleurs la ligne, hein, le 8 on dégage Bayrou, le 10 on dégage Macron. Oui, c'est ce qu'il appelle la saison dégagiste qui revient avec effectivement un calendrier précis qu'il détaille, mais on l'a déjà tous en tête évidemment. Donc encore une fois le 8 avec petite nuance quand même, hein. Il salue François Bayrou qui
qui, lui, a le courage de demander la confiance des parlementaires, un vote de confiance, ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Alors c'est vrai que ses prédécesseurs n'avaient pas envie de partir. Visiblement, François Bayrou a plutôt, lui, envie de quitter Matignon, puisqu'il connaît depuis longtemps le résultat du scrutin. Voilà, donc le 8... il invite tout le monde à fêter dans la rue le départ de François Bayrou, après cette petite précaution quand même, ou la manière dont il le salue d'une certaine manière. Et puis le 10, c'est la grande journée de mobilisation, de manifestation, de grève générale à laquelle il appelle le peuple dans la rue pour obtenir, en temps 2, le départ, effectivement, d'Emmanuel Macron. C'est ça, le temps 2 de la saison dégagiste. Mais la question, c'est quand même de savoir est-ce que la France insoumise souhaiterait éventuellement rentrer au gouvernement, un Premier ministre. Non. Parce qu'en fait, rien. Jeudi, je vais au bout de mon idée, mais jeudi dernier, la gauche, donc le PS, les écolos, etc., ont organisé une réunion pour essayer justement de parler d'une seule et même voix. Et LFI a dit merci, mais non merci, moi je viendrai pas. Ça les intéresse pas du tout de gouverner. A un discours qui consiste à dire le programme, rien que le programme, c'est-à-dire le programme qui a été adopté avec l'Union de la gauche lors des législatives, le NFP. Mais en sachant parfaitement qu'on ne peut pas gouverner avec un programme, ce programme-là, sans compromis, parce qu'il n'y a pas de majorité. En tout cas, pas de majorité absolue. Mais en fait, Jean-Luc Mélenchon ne veut absolument pas entrer dans un gouvernement qui, je le redis, aurait une incidence sur la réputation de la gauche, demanderait trop de compromis, etc. Il ne veut pas non plus de dissolution, puisqu'une dissolution aujourd'hui donnerait, pour l'instant, selon les sondages, un résultat assez similaire à celui de la précédente législative. Encore une fois, les sondages sont les sondages. Jean-Luc Mélenchon veut la destitution d'Emmanuel Macron. Il veut que Emmanuel Macron démissionne. Et pourquoi ? Et il veut parce que la seule manière pour LFI d'accéder au pouvoir, c'est la présidentielle. Parce que c'est une machine qui est honnêtement est construite de manière extrêmement efficace. L'organisation de LFI, c'est quelque chose. En termes de militantisme, de campagne électorale, etc. C'est une organisation qui est construite autour de la présidentielle. Pardonnez-moi, ça veut dire que Mélenchon accède au second tour. On est sûr, pardon de cette question qui est peut-être un peu naïve, mais on est sûr que Jean-Luc Mélenchon veut vraiment arriver à l'Élysée ou pas ? Moi, j'en suis. Évidemment, c'est mon avis, mais je peux vous dire à 100%. Et la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon qu'on entend là, avec en effet cette idée de dégagisme, etc. Il a dit, d'ailleurs, il s'en est pris au début au pouvoir politique et médiatique. Donc il y a un discours ultra populiste de la part de Jean-Luc Mélenchon, donc contre les institutions, bon à la limite les institutions ça se critique, c'est normal, mais alors contre les médias dans leur entièreté, contre ce qu'il appelle récemment, il a parlé beaucoup d'oligarchie, donc contre l'oligarchie, etc. Donc un discours extrêmement populiste, radical, donc une rhétorique quand même inflammable, avec comme point d'arrivée dans les prochains jours le 10, le fameux 10, qui est cette journée de mobilisation à laquelle LFI va participer. Ils ont exprimé leur soutien par rapport à cette journée. Et c'est une journée, je veux rappeler, parce que quand on est de gauche, on doit faire attention à ces choses-là. Moi, je crois qu'il y a une colère dans le pays, et elle se comprend très bien. Il y a des inégalités qui augmentent, il y a des choses insupportables qui se passent dans le pays, c'est vrai. Mais cette journée du 10 septembre, elle vient de l'extrême droite. Elle vient des réseaux pro-russes, complotistes, des nationalistes, et puis de milieux aussi libertariens, tout à fait peu recommandables. Donc c'est une journée qui démarre quand même sur un appel de l'extrême droite et des milieux vraiment complotistes. Après, ça a été repris par des milieux de la gauche radicale, etc. Mais je suis désolé, un mouvement comme cela qui vient de milieux aussi peu républicains et extrémistes, à minimum, il faut s'en méfier quand on est de gauche. Voilà. Oui, sauf que maintenant, c'est devenu un mouvement de gauche et d'extrême gauche, parce qu'on voit bien des enquêtes qui ont été faites que c'est l'extrême gauche qui mène ce combat. Depuis que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il le rejoignait, et aujourd'hui, c'est le leadership. Et du coup, le RN, évidemment, ne participera pas à cette journée. Donc, c'est quand même un retournement qui est spectaculaire. Ceux qui seront dans la rue, ce sont des gens de gauche. Les écologistes sont très mobilisés. Et bien sûr, la France insoumise aussi. Et s'il y a des débordements, on craint plutôt qu'ils viennent de radicaux, entre guillemets, de l'extrême gauche, extrême gauche. Donc ça s'est complètement inversé. C'est inversé. 15 jours. Il dit d'ailleurs à un moment, Jean-Luc Mélenchon, dans son discours, il dit les actions, en parlant de cette journée du 10, parce qu'on a parlé beaucoup de cette note faite au préfet, les forces de sécurité ne savent pas trop à quoi s'attendre. Voilà. Il dit à un moment, les actions doivent être notoires et visibles. Oui.
notoire et visible, et moi je serai l'observateur. Il ne diffuse pas sur les réseaux sociaux, tant mieux, s'en réjouissant de cette manière et disant je regarderai, j'observerai. Enfin oui, avec une certaine, si je peux mettre des guillemets, gourmandise en quelque sorte pour Jean-Luc Mélenchon. Si on résume là ce matin, c'est cet après-midi, c'est oui, je veux le départ de Bayrou, oui, je veux le départ de Macron, oui, je veux accéder à l'Élysée, oui, j'ai un discours avec des éléments populistes. Donc oui, on a retrouvé le Jean-Luc Mélenchon qu'on avait perdu un petit peu de vue ces dernières semaines et ces derniers mois, notamment avec l'été. Il revient, on dit souvent qu'à la braderie de Lille, d'un côté vous avez une moule frite et de l'autre côté un bulletin de vote, parce que c'est très politique cette rentrée. Là on en a la preuve aujourd'hui avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Alors je voudrais qu'on aille faire un tour du côté de Lille, justement retrouver Omeya Guessoum et Gaspard Bunel, puisque vous avez suivi ce discours de Jean-Luc Mélenchon. Omeya, quelle ambiance? On avait du mal à se rendre compte, il y avait du monde déjà, et quelle était l'ambiance? Beaucoup de monde, et c'était un discours qui était très attendu ici à la braderie Lille. Alors au moment où je vous parle, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, est toujours en train de parler. On a vu beaucoup de drapeaux de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a été acclamé par la foule, un accueil très très chaleureux quand il est monté au pupitre pour énumérer beaucoup de thèmes. Alors il a commencé par féliciter François Bayrou, le Premier ministre, pour son honnêteté républicaine, je cite, à travers sa sollicitation du vote de confiance. Mais le cœur de son discours était surtout axé sur sa demande de démission d'Emmanuel Macron, de destitution. Il a donc axé une bonne partie de son discours sur l'appel à la mobilisation générale le 10 septembre. La France est entrée dans une nouvelle saison dégagiste, a-t-il dit, je cite. Il appelle donc une nouvelle fois à une mobilisation générale le 10 septembre. Beaucoup d'attentes autour de cette date. Et pour rappel, la veille, la France Insoumise déposera une deuxième procédure de destitution.